téléspectatrices, chers téléspectateurs, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve dans votre émission Sciences et civilisation Ilm wa Hadara. Aujourd'hui, je vous propose que nous explorions ensemble le domaine des sciences de l'agriculture et vous verrez qu'il présente quelques surprises avec notre invité. Bonjour madame, chers collègues, madame Selwa Fertahi. Bonjour. Vous êtes professeur ici, assistant professeur ici à l'université UM6P sur le campus de Ben Guerir. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette émission pour que vous partagiez avec nous vos passions pour l'agriculture et les matériaux. Alors, ma première question, c'est d'abord, où avez-vous grandi au Maroc, dans ce vaste Maroc que nous aimons? D'accord. Merci beaucoup pour votre invitation. Je suis très honorée d'être votre invité aujourd'hui. Moi, j'ai grandi au quartier Sarif à Al-Qsiba. L'Qsiba, Oui, ça se trouve dans quel coin? c'est à la province de Bni Mellal. Oui, C'est une petite ville, petite en superficie, mais grande d'histoire. Vu qu'elle est connue par la résistance de sa population amazigh à la concurrence et la colonisation française. ah oui, Et c'est d'ailleurs, elle est important. nommée L'Qsiba Mouhaoussaïd en se référant aux résistants Mouhaoussaïd. Moussaoud, ah, Oui, c'est très oui. important, oui, oui, oui. On ne rapporte pas assez combien le Maroc dans son entier a participé à la résistance et qu'il y a eu ces voix de la résistance contre la colonisation. Oui, donc vous avez grandi là, il y avait à la fois le primaire, le collège, le lycée, Oui, bon, il y avait 4 écoles, un seul collège et un seul lycée. Donc j'ai fait toute ma scolarité à Al-Qsiba jusqu'au bac. jusqu'au baccalauréat. Oui, Après, si je me souviens bien, vous avez exprimé le vœu d'être ingénieur et vous avez rejoint l'ENSA de Khoribga. oui, C'est quoi l'ENSA? C'est quoi l'acronyme ENSA? c'est l'École nationale des sciences appliquées. Des sciences appliquées. Oui. D'accord? À Khoribga. Pourquoi Khoribga? Parce que c'était pas loin? C'était Oui, et donc après avoir obtenu mon bac, donc en étant la majorante de la promotion et du lycée, donc j'ai rejoint Khoribga, déjà pour la félicitations. merci, déjà pour la proximité comme vous avez dit, et surtout il y avait une branche qui m'intéressait beaucoup, c'est le génie des procédés. Le génie des procédés, ça consiste en quoi? Vraiment, c'est tout ce qui est vraiment procédé industriel, tout ce qu'on voit, les cimenteries, l'OCP, les opérations unitaires, vraiment c'est le grand échelle, on peut dire, de la D'accord. production. Et là, il y avait cette formation présente à Oui, Kholibga. oui. Vous y avez passé combien d'années? 5 ans, 5 ans, oui. oui. À la 5e année, donc j'étais encore une autre fois la majorante de la promotion Magnifique, félicitations. et j'ai pu décrocher une bourse d'excellence française pour aller à Limoges faire un semestre d'échange et un projet de fin d'études au Centre européen de la céramique. Centre européen de la céramique. Le choix de la céramique, c'était vous ou c'était le partenariat avec l'ENSA? C'était le partenariat. D'accord. Et vous Voilà. avez Mais le été sujet. contente quand même de le faire, même si ce n'était pas directement votre Non, choix? mais le sujet était vraiment en relation Ah, avec la pardon. formation. D'accord. Voilà. Donc, c'était toujours, comme vous allez découvrir, c'était le mélange entre l'organique et l'inorganique. C'est Donc, ça. c'était un sujet de PFE dans ce sens. Vous y avez passé un semestre. Voilà. Dans cette émission, on insiste beaucoup, quand on accueille des chercheurs comme vous, on insiste beaucoup sur la mobilité internationale. Oui. Et cette mobilité, elle est effectivement une clé importante. Pourquoi précisément c'est si important de voir comment d'autres travaillent dans d'autres laboratoires, dans d'autres villes, dans d'autres pays? Oui, effectivement. Donc, pour moi, c'était vraiment une belle découverte. Et d'ailleurs, en étant ingénieur procédé, donc j'étais toujours dans les procédés, les industries. Mais là, durant cette expérience-là, j'ai découvert le monde de la recherche et j'ai savouré la recherche. C'est là vraiment où mon amour à la recherche a été né. Avec bien sûr l'ADN, donc nous avons l'ingénierie dans l'ADN, dans les gènes, avec cet amour vers la recherche. C'est pour cela que j'ai décidé de faire une thèse dans le domaine de la recherche et le développement, la R&D. Donc Euh, c'était vraiment une étape très intéressante. qui vous a changé un peu le profil en ayant, je reprends votre mot succulent, la saveur pour la recherche. Saveur et savoir. Donc, et là, c'est à Limoges même que vous avez fait votre thèse, non? Non, Votre doctorat? non. Ensuite, donc, j'ai postulé à plusieurs thèses. Il y avait une offre au Maroc, Oui. à l'UM6P.
D'accord. en 2015. On parle 2015, donc l'université n'était pas encore inaugurée. L'inauguration par Sa Majesté est venue en 2017. Oui, et il y avait déjà ce projet-là. Voilà, un projet financé par l'UM6P, l'OCP, l'INRAE Montpellier, en collaboration avec le Qaderiyad. C'est quoi l'INRAE de Montpellier? C'est vraiment, L'acronyme Institut en fait, national? l'acronyme, c'est vraiment en relation avec l'alimentation, l'agriculture, D'accord. voilà, L'Institut national de la recherche agronomique. agronomique, voilà, et Voilà, à environnementale. Montpellier. Oui, Et là, effectivement, vous allez à Montpellier passer plusieurs années, oui, 4 ans, 4 ans, oui, pour votre thèse, oui. qui était en collaboration avec Qader Ayad. Effectivement, et à la fin donc, de ma formation, j'ai obtenu une double diplomation, Oui, un doctorat en sciences agronomiques de l'Institut Agro, qui est appelé auparavant Supagro Montpellier, et un doctorat en physico-chimie des matériaux et environnement de l'Qaderiyad. c'est extraordinaire. Donc, une double diplomation avec un double profil. Voilà, Au Maroc, les matériaux, en France, l'agriculture. voilà, c'est ça. Et donc là, effectivement, vous êtes à l'interface des sciences agronomiques et des sciences des matériaux. Ici, à l'UM6P, il y a le Collège de l'agriculture qui est un immense institut d'agriculture. Il y a aussi le MSN, Material Science and Nanotechnology, l'Institut des matériaux. Vous êtes dans votre élément à l'UM6P. Parfaitement. Et je travaille sur des sujets interdisciplinaires et transversales. Et je pense que c'est très important d'avoir ce dialogue entre deux disciplines. Oui, Et vraiment, l'innovation vient souvent quand on pense out of the box. Donc, bien sûr. L'innovation suppose que l'on puisse associer des choses qu'on n'a pas associées. effectivement, Et donc, effectivement, les matériaux et l'agriculture, là maintenant, on va se consacrer à votre profil de recherche et à vos travaux. Première question, comment vous combinez en ce moment ce que vous avez appris sur les matériaux et ce que vous avez appris, bien sûr, dans les sciences agronomiques? oui. En fait, je travaille principalement sur la valorisation de la biomasse pour des applications agronomiques. Donc, La valorisation de la biomasse, peut-être pour les téléspectatrices et téléspectateurs, dire ce que c'est que la biomasse. oui, mais en fait, comme j'aime bien l'introduire à mes étudiants, la Oui, biomasse, c'est notre gisement en matière organique. Donc, nous avons l'habitude de parler des gisements minéraux, oui, mais là, vraiment, c'est de l'organique, c'est l'ensemble des matières organiques, donc soit d'origine animale ou végétale, comme le bois, les résidus agricoles, les résidus agro-industriels, tout cela s'appelle la biomasse. voilà, qu'on Donc, peut utiliser pour l'énergie oui, ou pour vraiment produire des matériaux d'intérêt. Et moi, donc, je travaille sur la partie des matériaux d'intérêt. oui, alors les matériaux d'intérêt, en réalité, la valorisation de la biomasse concerne beaucoup ce que vous appelez la libération euh, contrôlée Contrôler. des engrais. C'est quoi la libération contrôlée des engrais? Donc, bien sûr, les engrais, on comprend ce que c'est, mais en quoi ils ont besoin d'être libérés? Oui, en fait, les engrais à libération contrôlée, ce sont des engrais qui sont censés libérer les nutriments progressivement en fonction des besoins de la plante. Et là, donc, le problème, on peut dire, ou le challenge qu'on a vis-à-vis les engrais solubles dans l'eau, c'est qu'ils libèrent rapidement les nutriments dans le sol. Et des fois, on les perd, soit qu'ils se complexent dans le sol, ou on les perd dans l'environnement sous forme, avec les ruissellements, et on a les problèmes de l'eutrophisation dans l'environnement ou autres. Donc, et l'idée, c'est faire vraiment des barrières physiques ou chimiques à ces granules d'engrais, ces petites granules, pour vraiment diminuer le relargage des nutriments pour qu'ils soient vraiment lents et coïncident avec les besoins de la Pour la plante. protection de l'environnement, pour que ce qui va être en plus rejeté ne nuise pas, c'est ça? Oui. Et Et pour, aussi, et pour que la plante elle-même soit le mieux nourrie. voilà, et protéger aussi cette matière très précieuse qui est vraiment les nutriments. Dans le Maroc, c'est le phosphate et les phosphores. D'accord. Voilà. Alors effectivement, dans ce cadre-là, on ne peut plus parler des engrais de la manière classique parce que dans l'opinion publique, quand on parle des phosphates, on parle des engrais et on ne prend pas toujours la mesure qu'il y a de nouvelles générations d'engrais. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, nous sommes très chanceux ici à l'UM6P d'avoir des financements pour vraiment creuser ce monde de la recherche et de tester de nouvelles idées.
Et effectivement, donc cette nouvelle génération d'engrais combine l'organique et l'inorganique. Comme je vous ai dit, depuis toujours, j'ai toujours Oui, cet amour de marier les deux, on peut dire. Et là, donc, si on revient à la biomasse, donc on utilise cette biomasse pour extraire des biopolymères. Donc, quand on parle des biopolymères, ce sont des polymères, des macromolécules qu'on extrait à partir de ces biomasses. Donc, d'accord. Et elles servent à quoi, ces voilà, macromolécules? pour préparer des formulations qu'on va par la suite appliquer comme enrobant à ces engrais-là pour créer cette barrière dont je vous Et ai c'est ça parlé. qui fait la nouvelle génération des engrais. Voilà, et on a plusieurs formes, soit l'enrobage ou faire des matrices. Donc l'essentiel d'incorporer les nutriments dans une sorte de matrice pour limiter et diminuer le relargage des nutriments. Et pourquoi vous insistez beaucoup sur la diminution de l'élagage des nutriments? Pourquoi il faut veiller à cela? En fait, c'est comme on aime les appeler, c'est les engrais intelligents. C'est vraiment pour que vraiment ces nutriments-là soient vraiment disponibles à la plante au meilleur moment dont on a besoin. Donc, D'accord. quand on les met dans le sol, ils se libèrent rapidement parce qu'ils sont solubles dans l'eau. Oui. Donc, il y a une partie qui est vraiment utilisée par la plante. Et l'autre partie perdue. Voilà, c'est pour cela qu'on essaie vraiment d'élargir un peu l'utilisation de ces engrais tout au long du cycle des plantes pour qu'elles vraiment en tirent profit. Et donc en réalité, ça veut dire que le versement des engrais sur la plante se fait très progressivement dans le temps, pas d'un seul coup, ou c'est pas, ou la question du temps euh, D'application. d'application est indépendant du temps de la nutrition par la plante, En fait, il y en a plusieurs scénarios. Donc, on peut vraiment appliquer les engrais, on peut dire progressivement. progressivement, mais il y a toujours un coût derrière. C'est vraiment, Oui, quand on parle des grands champs, c'est de l'application, la machinerie, la main-d'œuvre. oui, Donc, nous, on essaie vraiment d'appliquer l'engrais d'une seule fois oui. et qu'il sert tout au long du cycle. Ah, d'accord. Et comment comprend-il qu'il a tout un cycle à faire alors qu'il est appliqué d'un seul coup? Déjà, donc, on teste à la fin, on évalue donc l'effet sur la croissance de plantes, les propriétés vraiment sur le sol, et on travaille. Donc, on essaie vraiment de développer des modèles, vraiment pour comprendre le mécanisme de libération, de faire des modèles mathématiques. Donc, on travaille sur vraiment ce topic-là de prévention, de vraiment de prédire, on peut dire, cette libération. Mais C'est bien ça. sûr, vraiment, le résultat, c'est à la fin, quand on a la production, quand on a le rendement. Et oui, c'est Voilà. cela. Et vous avez tendance à dire que précisément ce qu'on associe beaucoup au phosphate, les déchets, etc. Mais vous dites non, moi je ne parle pas des déchets, je parle de gisements à chaque fois. Voire même, je l'appelle l'or vert de l'Afrique. L'or vert de l'Afrique. Nous Alors, avons- on veut un peu plus de précision là-dessus. Oui, parce qu'on parle souvent donc de l'or jaune, l'or blanc. Donc pour moi, c'est vraiment l'or vert, surtout parce que l'Afrique, vraiment, elle a un grand potentiel de biomasse. Donc déjà, si on parle que la zone forestière à l'Afrique, Oui, donc nous avons plus de 600 millions de hectares de forêt, donc qui constituent presque 21% de la superficie totale de l'Afrique, ce qui est vraiment énorme en bois. oui. Donc si on parle de la biomasse qu'on appelle la biomasse lignocellulosique. Pardon? Biomasse lignocellulosique. C'est-à-dire? Ça réfère vraiment à la composition chimique et biochimique de cette biomasse, donc la lignine, la cellulose et l'hémicellulose. Ce sont des biopolymères. D'accord. Voilà. Et comme je vous ai dit, donc l'Afrique est vraiment connue par vraiment cette richesse et cette biodiversité. Donc même la production des céréales, si on prend l'exemple par exemple donc nous avons vraiment des pays qui sont vraiment le leader en production de quelques biomasses comme le cacao pour Oui, le cas de la Côte d'Ivoire, oui. le manioc pour le Nigeria. Et nous avons aussi le Maroc qui occupe vraiment des places avancées dans le classement en Afrique en production de l'orge, du blé, des olives, des tomates. Donc vraiment, nous avons cette richesse en biomasse qu'il faut vraiment valoriser. Donc en énergie, comme j'ai dit, il y a toutes vraiment des axes de recherche sur ce plan. Mais nous, donc, on travaille sur l'extraction des molécules d'intérêt qu'on pourrait trouver dans cette biomasse. Vous avez cité la tomate, je crois que vous vous êtes intéressé particulièrement à la tomate. Pas forcément, donc je travaille sur les tomates, mais aussi donc d'autres céréales comme le blé,
des légumineuses comme la fève. Donc, ce sont des modèles où on teste vraiment nos engrais pour voir l'effet. Et les résultats sont là, vous les publiez Oui, oui, dans vos publications. Effectivement, j'avais vu qu'il y avait cet intérêt particulier pour la tomate, mais pas seulement. oui. Euh, bien. Alors, vous savez qu'au Maroc, nous vivons des défis climatiques extraordinaires, en particulier le stress hydrique, il y a très très peu d'eau. Est-ce que ces indications hydriques entrent dans ces nouvelles générations d'engrais pour justement adapter l'usage des engrais au stress hydrique? Oui, en fait, on parle plus de biostimulants. Donc, les biostimulants, c'est une sorte, ce ne sont pas des engrais, mais il aide Ils la plante. stimulent la plante. Voilà, il aide à résister au stress qu'on appelle abiotique, dont l'eau en fait partie. Donc, le stress salin, le stress Oui, hydrique. Donc, et ces biostimulants biostimulant. peuvent aussi donc, être extraits à partir vraiment de la biomasse comme des algues. Vraiment tout ce qui est protéines, les phytohormones, les vitamines. Donc, en fait, voilà, ils servent vraiment la plante et l'aident à résister. Voilà, j'allais dire, vous êtes là pour la protéger contre son le déficit d'eau Voilà, qu'elle n'a pas, c'est ça? effectivement, Et oui. c'est pas ça, c'est pas le domaine des engrais, c'est plutôt le domaine des biostimulants. Oui, mais là, ce qu'on essaie de développer, c'est vraiment ce que j'appelle les multifunctional agri-inputs. C'est-à-dire, donc, ce sont des agri-inputs multifonctionnels. On peut mettre à la fois le nutriment et à la fois des biostimulants et pourquoi pas aussi des amendements de sol. Donc, on essaie de formuler ça par les sciences des matériaux. Donc, vraiment, c'est une nouvelle génération. Je ne l'appelle pas engrais, mais agri-input Oui, parce qu'on a un peu de tout un peu de tout. où vraiment qui répond aux besoins de la plante et aussi vraiment préserver le sol. Alors justement, depuis tout à l'heure, on parle des sciences agronomiques, mais il y a votre autre spécialité, la science des matériaux. Comment, vous ne renoncez pas, je suppose, à la science des matériaux. Com C'est le cœur, C'est le cœur. Alors oui. expliquez-nous pourquoi les matériaux, c'est le cœur dans l'agriculture? Comme je vous ai dit, bon, je développe surtout vraiment tout ce qui est formulation, tout ce qui est extraction, valorisation des matériaux. Et vous savez, le domaine de, Exemple de matériaux, les polymères, les les polymères. biopolymères. Donc vraiment, C'est-à-dire, pour le commun des gens, polymère, c'est un terme technique. voilà. Donc déjà, les polymères, ce sont des macromolécules constituées d'un enchaînement répétitif d'unités structurales qu'on appelle vraiment monomères, comme les plastiques par exemple. Voilà, Voilà, c'est un polymère synthétique. d'accord. Mais nous, Et les donc, polymères organiques? nous avons l'alginate par exemple. L'alginate est extraite à partir des algues brunes. D'accord. Donc, voilà. Et donc, les polymères synthétiques peuvent servir sur pas mal d'aspects, mais là, c'est comme si on va répondre, on va limiter un problème en créant un autre, en Oui. faisant l'accumulation des plastiques dans Eh le oui, non, sol. ça va pas. C'est pour cela qu'on part vers d'autres vraiment générations de biopolymères qui sont non toxiques, biodégradables et qui peuvent servir vraiment à D'accord. l'intérêt qu'on Et cherche. ceux-là, on les voit déjà sur le fonctionner dans les fermes, dans les grandes entreprises agricoles. Oui, oui, en fait, surtout dans ce domaine-là d'enrobage. Et surtout, ils peuvent aussi servir dans les champs comme des réservoirs d'eau parce qu'ils vraiment ont cette Ils propriété stockent d'absorption, l'eau. voilà, d'absorption d'eau. D'accord. Donc, on ne doit pas les considérer uniquement comme artificiels et synthétiques, c'est-à-dire qu'ils entrent en composition avec l'organique. Effectivement. Et d'ailleurs, nous avons fait des études pour vraiment voir l'effet parce que nous, on cherchait donc déjà à avoir cet effet positif sur la plante, mais ne pas nuire au sol. Oui, Et donc, parmi les recherches qu'on a faites, c'est vraiment, on a remarqué que l'apport de cette matière organique vraiment avait un effet positif sur la communauté du sol, donc les micro-organismes de sol, ce qui est vraiment très intéressant dans notre cas. Donc, on répond à nos besoins sans vraiment faire du mal à personne. alors, sans faire du mal à personne, c'est ce qui vous fait dire que, et ça c'est un troisième aspect de votre parcours, de votre recherche, qu'il faut s'intéresser à l'économie circulaire. Alors, ce que vous appelez le biodéveloppement, en quoi ça consiste cela? Oui, la bioéconomie circulaire, c'est vraiment un modèle économique
qui utilisent les ressources biologiques renouvelables. Donc, dans notre cas, on parle vraiment de la biomasse et qui vraiment s'articule sur trois aspects. Donc, déjà, réduire l'utilisation de ces ressources, réutiliser, donc c'est-à-dire garder les produits le plus longtemps, donc vraiment prolonger leur durée de vie. Et la troisième, c'est vraiment le recycler et valoriser, donc à travers les transformations et les conversions qu'on fait pour cette biomasse, soit pour vraiment, comme j'ai dit, l'environnement développé par d'autres collègues, ou pour extraire des molécules d'intérêt qui pourront vraiment servir, dans notre cas, dans l'agriculture, mais pas que. Donc moi, je parle de l'agriculture, mais il y en a plusieurs, la pharmaceutique, vraiment, il y en a plusieurs domaines où on peut utiliser Oui, ces... c'est ça, parce que l'économie circulaire, on l'utilise aussi pour, par exemple, réduire tout ce que l'on va jeter, pour que ça puisse resservir. Par exemple, l'économie circulaire, on en parle aussi pour la restauration. Les C'est gens vrai, vont au restaurant et ne mangent pas tout ce qu'ils ont commandé. Donc, il y a une économie circulaire pour permettre à d'autres de se nourrir sans qu'il y ait de pertes. Et là, vous dites, ben non, ça fonctionne aussi au niveau des nutriments de la plante, c'est ça? oui. Et vous savez, donc, je travaille avec une équipe très, très Oui, motivés, nous avons mis la biomasse au cœur de notre intérêt et chacun l'attaque de son propre expertise. oui, Donc déjà, donc si je commence par la valoriser par l'extraction des molécules d'intérêt, après donc on peut dire mon résidu, donc le résidu de résidu va être récupéré par un autre collègue pour vraiment aller faire des traitements biologiques, des traitements thermochimiques pour produire d'autres vraiment produits intéressants. C'est la valorisation en cascade oui, durant toute la chaîne, on peut dire, de oui. vraiment le cycle de ce Je résidu. comprends, c'est-à-dire que l'économie circulaire fait que vous êtes obligé de travailler en collectivité avec des relais. Chacun se spécialise dans une étape et passe le relais à l'autre. Effectivement, l'essentiel pour nous tous et toutes, c'est vraiment à la fin d'avoir un zéro déchet. Donc, Oui, notre slogan, c'est oui. rien ne se perd, tout se transforme. Oui, c'est Lavoisier, le chimiste du Oui, on 18e. l'applique aussi. Vous l'appliquez autrement, Oui, rien ne se... etc. rien ne se- Alors, venons-en à l'UM6P où vous êtes, cet écosystème de recherche. Vous êtes donc associé à un laboratoire. oui. Quel est le nom du laboratoire où vous êtes? C'est l'agrobioscience. Agrobiosciences. Bioscience, oui. Bien, l'agrobioscience, vous être donc des chercheurs à différents niveaux. Il y a une ferme expérimentale ici à l'UM6P. Est-ce que vous travaillez dans ce cadre-là ou c'est d'autres qui s'occupent de cet aspect-là? On collabore avec vraiment des collègues parce que nous, on produit Oui, vraiment le voilà, matériel, le matériau, pardon. voilà, donc à tester et on collabore avec eux. On est aussi présent sur la ferme vraiment pour lancer, soit vraiment au champ, Oui. pour aller vraiment dans des grandeurs à grande échelle. Aussi, donc oui, on collabore avec les gens de la ferme pour tester, pour voir si vraiment Voilà, c'est ça. oui, J'allais dire parce que vous avez utilisé deux mots importants, la simulation et l'expérimentation. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que vous testiez sur une petite échelle pour voir si ça marche avant l'application à grande échelle. sûrement, C'est oui. ça. Et donc la ferme aide à cela. C'est une ferme expérimentale pour essayer de voir si le modèle que vous avez constitué, par exemple pour la tomate, on revient à la tomate, ou le blé, fonctionne et donne des résultats probants pour pouvoir continuer. Oui, en fait, comme vous avez dit, on commence par des chambres de croissance, ce qu'on appelle chambres de croissance contrôlées. Vraiment, C'est-à-dire, c'est comme des frigos où on contrôle et la lumière pour vraiment, on peut dire, simuler les conditions réelles. oui, Donc, c'est vraiment à petite échelle avec des petites quantités. Après, donc, on passe vraiment à la ferme pour vraiment tester dans... grandeur nature. Voilà, c'est ça. Oui, Et puis après la grandeur nature, la grande échelle. C'est effectivement. les trois étapes. Oui, Ben, écoutez, merci beaucoup pour votre passage dans cette émission. Merci de nous avoir éclairés et d'avoir partagé avec nous, tout ce savoir autour des sciences des matériaux et des sciences agronomiques. Et on ne peut que vous souhaiter une très belle continuation. merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci. Merci, chères téléspectatrices. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention.
pour votre écoute et j'espère que ce passage avec Madame Seloua Fertahi vous a donné quelques miels pour continuer votre savoir, comme elle a si bien dit. À très bientôt. Au revoir.